Je suis d'une famille ouvrière. Mon père était maçon, ma mère était mère de famille, comme on disait à l'époque. Elle a élevé 5 enfants. Elle a travaillé un peu, mais très peu, comme salariée. Elle travaillait beaucoup. Enfant, j'habitais à Maisons-Laffitte, qui est d'apparence une ville très bourgeoise, mais j'habitais dans le quartier, ce qu'on appelait le ghetto à l'époque, qui était le quartier pauvre de Maisons-Laffitte, c'était des ouvriers, beaucoup d'ouvriers algériens, parce que l'Algérie était française, donc ils travaillaient là. Et ils habitaient là, ils vivaient là, ils travaillaient avec mon père qui était maçon, donc ils allaient de chantier en chantier. Moi, j'ai quitté l'école à 14 ans parce que c'était la tradition familiale. On allait jusqu'au certificat d'études et après on cherchait du travail, on travaillait pour avoir un peu d'argent dans un salaire. Donc j'ai suivi cette filière-là et très vite, relativement vite, je suis parti de la maison. J'ai habité des hôtels meublés, des choses comme ça. Et la politique m'est venue à partir de lecture d'histoire, d'histoire sociale. J'avais un cousin qui était au Parti communiste et qui m'abreuvait de livres des éditions sociales, l'histoire de la Commune de Paris, de la Résistance. Tout petit, j'ai été baigné par les récits des héros de la Résistance française, vus et corrigés souvent par le PC. Et très vite, s'est posé la question d'un engagement. Et je me suis engagé dans des organes. Je voulais pas être au PC. Je rejetais un peu le PC parce que j'avais un frère qui était au Parti communiste et qui tapait ses enfants. Et je trouvais ça pas bien. J'ai des enfants qui étaient à peine plus grands que moi, plus petits que moi, pardon. Et je trouvais pas ça bien qu'on tape les enfants. Donc ça m'a un peu éloigné du PC d'une certaine manière. Et donc j'ai cherché des engagements un peu périphériques. Premier engagement de ma vie, j'avais 16 ans, c'était dans le mouvement contre l'armement atomique, une association qui protestait contre l'arme nucléaire en France. C'était Claude Bourdet qui dirigeait ça. Et donc je collais des affiches ça s'appelait MCAA, des affiches du MCAA dans la ville comme ça. Et j'avais l'impression d'être utile. J'allais à quelques manifestations. Et puis j'ai rencontré petit à petit, de manifestation en manifestation, j'ai rencontré des vrais militants plus aguerris, beaucoup plus aguerris que moi. Et notamment un vieil anard qui s'appelait Louis Lecoing, dont je suis tombé, comment dire, en admiration, mais presque amoureux de cet homme qui s'occupait des objecteurs de conscience, qui avait fait des grèves de la faim pour que les objecteurs de conscience puissent avoir un statut reconnu, parce qu'avant, avant 65 et la date du statut, ils allaient en prison. Euh, et donc je me suis rapproché de lui, il était presque aveugle déjà, et je remplissais les bordereaux d'abonnement de son journal qui s'appelait Liberté. Après, je suis allé dans un autre groupe, enfin parallèlement, pas après, mais dans le même temps, je suis allé dans un groupe qui s'appelait Anarchie et Non-Violence. Et alors, non-violence, c'était un peu anachronique pour moi, qui était d'une certaine. Adolescent, j'étais dans la violence. J'étais dans la violence des petits loupards de banlieue parisienne. Mais ça, je rejetais ça parce que et après, je suis allé en communauté avec des militants, d'anarchie et non-violence. On avait créé une espèce de communauté, qu'on n'était pas une, c'était plutôt de la cohabitation, mais on discute tous les soirs, il y avait des débats, des discussions. On écoutait Georges Brassens, Léo Ferré, ce qui me changeait d'Elvis Presley et Gene Vincent, que j'écoutais tout seul dans mon coin quand j'étais un peu plus jeune.
Et j'ai commencé à travailler dans le bâtiment, comme mon père. Pas maçon, parce que je me sentais pas de faire ça. Je voyais qu'il en chiait et que c'était très pénible. Il rentrait épuisé le soir. Il s'occupait pas de moi. C'est ma mère qui s'occupait de moi. C'était lui. Il rentrait du boulot crevé. Il mangeait, il dormait. Il se couchait, il dormait. Et j'ai été couvreur. Après, je me suis un peu spécialisé dans l'ardoise. Je suis devenu ardoisier. J'ai eu un certificat d'ardoisier. Et je m'étais tâté pour savoir si j'allais faire le compagnonnage, le Tour de France. Et puis finalement, j'étais allé me renseigner. Et puis finalement, la discipline de ça me convenait pas du tout. Donc je travaillais dans des petites boîtes de la région parisienne comme ardoisier. Et en, au début 68, je commençais à être un petit peu plus aguerri dans la militance et je me suis dit, je vais faire du syndicalisme. Mais faire du syndicalisme dans une boîte du bâtiment où on est 8 ouvriers, on tutoie le patron, on va boire des coups ensemble, je ne voyais pas ça possible. Donc j'ai quitté ce métier pour rentrer en usine en avril 60, 1er avril 68, j'ai été embauché dans une usine de Beson, qui est dans la région parisienne, une usine de caoutchouc. On faisait des joints de voiture, des joints d'étanchéité pour les voitures, les pare-brises, les portes, tout ça. Avec l'idée que j'allais monter un syndicat. Alors je m'étais rapproché de l'union locale CGT. J'avais été les voir en disant voilà, je vais travailler là. Ils m'ont dit non, il n'y a pas de syndicat, il n'y en a jamais eu, on n'arrive pas à monter un syndicat. Donc j'avais pris contact, ils m'avaient mis en relation, mais c'était très clandestin. J'avais l'impression d'être dans la résistance quand j'allais à l'union locale CGT à l'époque. Fallait prendre des chemins, être sûr de ne pas être suivi, pas parler avec les copains. Il m'avait présenté deux autres ouvriers de l'usine qui étaient un peu qui avaient le même souci que moi de créer un syndicat. Donc on s'est retrouvés à trois. Un, Mohamed qui était du Parti communiste. Il y avait Cissé qui était un Guinéen qui était lui pro-Mao. Et moi qui me disais libertaire, anarchiste libertaire. Et tous les trois, on commençait à jauger un petit peu ce qu'on allait pouvoir faire dans cette usine. Et est arrivé mai 68, quelques jours plus tard. Moi, ça faisait à peine un mois que j'étais embauché et mai 68 arrive. Alors, mai 68 m'a pas surpris. Dans le sens où depuis des mois et des mois, j'étais bercé par l'idée de révolution. J'étais bercé par la Commune de Paris, par la Révolution espagnole, par des choses comme ça. Et c'était inéluctable. Mai 68 m'a pas plus surpris que qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple que la Commune de Paris avait surpris les ouvriers parisiens qui étaient membres de l'Association internationale des travailleurs. Je baignais là-dedans et c'était normal que ça arrive, quoi. C'était normal. Mais 68, je l'avais suivi comme ça dès ses origines, dès le mois d'avril, mars-avril, mais de très loin, je suivais ça de très loin. Pour moi, c'était une agitation comme ça, étudiante, c'est-à-dire des gens dont je partageais pas a priori les valeurs, ni les intérêts, ni les espoirs d'avenir. Pour moi, c'était une autre classe que la mienne. Même si c'était des jeunes. Ma méfiance à l'égard des étudiants petits bourgeois s'est estompée au fil des rencontres, en fait, c'est ce qui est tout à fait logique, mais plutôt que de rester. On se retrouvait dans des manifestations communes, dans la condamnation de la guerre du Vietnam,
dans la critique, sinon la condamnation du communisme que eux qualifiaient de stalinien et moi je qualifiais ça de communisme tout simplement. Euh, et donc il y a eu les premières manifestations le 3 mai, l'occupation de la Sorbonne, les premiers jets de pierre, tout ça, qui m'ont rendu ça plutôt sympathique. Mais ça m'était étranger quand même. J'y participais pas, je suivais ça, mais j'en étais pas acteur. Et puis, par un effet de pur hasard, le 10 mai 68, je me retrouve le soir, je me retrouve à la Mutualité, pas pour un meeting, mais pour un concert de Léo Ferré que Léo donnait en soutien au Monde Libertaire, qui était l'organe de la Fédération anarchiste. Et c'était un concert qui avait été reporté à 2 reprises. Une première fois quand son singe était mort, Pépé, quand son singe Pépé était mort, et une seconde fois parce il avait toujours pas le moral. Et le 10 mai, il était là. Donc j'arrive à la Mutualité dans un quartier un peu en ébullition, mais pas trop. Beaucoup de monde dans la rue, mais gentillesse, ça discute. Et on ressort, et le quartier était pas à feu et à sang, mais c'était vraiment très agité, quoi. Il y avait des barricades qui commençaient à s'élever, et, euh, et c'est ce qui explique aussi la présence d'anarchistes dès les premières manifestations violentes, la première nuit des barricades. Il y avait beaucoup d'anarchistes dans la rue parce il y avait Léo Ferré qui donnait un concert à la Mutualité. Et donc c'est ma première nuit en mai 68 qui a donné le tempo de toute la suite. Et là, on parlait beaucoup quand même. Donc je me retrouve dans ce quartier latin le 10 mai, peu avant minuit, quoi, vers 11 heures du soir. Et, euh, et je vis la Commune de Paris, quoi. Je vois des barricades et je me dis, ça y est, on est dedans. Et ça se passe, ça se passe. Donc je vais d'endroit en endroit. Ça s'est pas battu tout de suite. Il y a eu une grande passivité des forces de l'ordre qui ont laissé les barricades se monter, qui étaient montées en dépit du bon sens. On était entre 4 barricades, on pouvait s'échapper nulle part. Enfin, c'était un peu un peu risible d'une certaine manière, parce que moi qui avais lu beaucoup de choses sur la révolution sociale, au sens large du terme, des révolutions de 48 à la Commune, et je me disais, mais en parlant avec les gens, je les trouvais d'une très grande immaturité. Ils avaient le même âge que moi à peu près, ils avaient des 19-20 ans, moi j'en avais 21. Et j'avais 2 ans de plus qu'eux à peine, et pas de tous. Et je les trouvais d'une très très grande immaturité, quoi. Et ce qui fait que je roulais un peu ma casse. En plus, j'étais ouvrier. Donc j'étais ouvrier, eux ils étaient étudiants. Ils aspiraient qu'à une chose, c'est la liaison avec les ouvriers. Et d'un seul coup, ils en avaient un sous la main, quoi, d'une certaine manière. Et donc j'étais un espèce de personnage emblématique, pas un héros, mais un personnage emblématique. Et donc on s'est baladé dans le quartier latin, on a fait une barricade, 2 barricades, 2 barricades en barricade dans cette nuit du 10 mai. Bon, on jetait des cailloux, des objets, des barres de chantier, enfin tout ce qui pouvait servir de projectile. J'ai beaucoup couru devant les CRS, qui étaient d'ailleurs plutôt des gardes mobiles que des CRS, mais pour nous c'était la même chose. J'ai vu des matraquages, moi j'en ai pas été victime, mais parce que je courais peut-être un peu trop vite et trop tôt.
Il y a eu un peu de violence. Et le 11 mai au matin, le quartier latin ressemble à un champ de ruines, après un bombardement, les voitures éventrées, retournées, incendiées, un peu partout, surtout rue Gay-Lussac, mais dans d'autres rues, il y avait aussi un décor similaire. Et une population du quartier qui était favorable, favorable aux manifestants, très défavorable aux forces de l'ordre, qui étaient accusées de mille maux et d'une violence aveugle. Alors que c'était encore, il y avait beaucoup de flics en pèlerine aussi. C'était pas les Robocop de maintenant, quoi. Et, et ça m'avait étonné que la population soit favorable aux manifestants. Donc ce 11 mai au matin, au petit matin, j'avais pas dormi de la nuit. On travaillait pas le lendemain. J'étais plus le même, j'étais transformé. Donc le week-end se passe avec tous les récits possibles et imaginables, et le mot d'ordre de manifestation de grève générale pour le lundi, pour le 13 mai. Donc le 13 mai au matin, je vais à mon usine qui s'appelait Standard Product International. Je vais à mon usine et avec les deux copains, on apostrophe les gens et on leur dit faut pas, il se passe quelque chose de très grave, faut pas se laisser faire et tout ça. Et pour la première fois dans l'histoire de cette usine, les gens votent la grève. La grève pour la journée. Et ils votent la grève pour la journée. Donc là, on part à la manif. J'étais seul avec Cissé à ce moment-là, mon copain Cissé. On fait le tour de Censier qui était ouvert. La Sorbonne était réouverte. Donc on fait le tour et on discute partout, ça parle. Et on se dit c'est ça quoi, c'est ça la révolution, c'est la parole qui autant que les jets de pierre, les jets de pavés c'est cette parole qui se libère qui est fondamentale quoi. Et donc le 14 mai on retourne au boulot. Après une nuit blanche, tous les deux, on passe une nuit blanche où on se targuait d'être ouvrier au milieu des étudiants. Et on retourne au boulot et on discute. On passe la journée à bosser. On travaille le 14 et on prend les gens, mais ouvertement. Là, on se cachait plus des petits chefs, du patron. On se cachait plus, quoi. On était survoltés. On passe notre temps à discuter avec les gens, à chercher à les convaincre qu'il fallait faire quelque chose dans cette putain d'usine où le travail était sale, mal payé, pas de respect, pas de syndicat, pas de respect, rien. Et le soir, on va à l'union locale CGT et on apprend que l'usine Sud Aviation s'est mise en grève et ils occupent leur usine. Et donc ça rappelait beaucoup le Front populaire. Donc on se disait, ils sont comme en 1936, quoi. Et le lendemain, donc, avec l'aide de l'Union locale CGT, parce qu'on était bravaches, mais pas si fiers que ça, avec l'aide de l'Union locale CGT, on va devant l'usine et on bloque les gens un petit peu pour discuter avec eux et leur dire qu'il faut se mettre en grève et tout ça. Et se décide un vote à main levée
Et le vote se fait et est très très favorable, pour pas dire unanime, à la grève avec occupation d'usine, ce qui a été inimaginable une semaine plus tôt quand on se rencontrait clandestinement autour du pont de Beson. Et on apprend, enfin dans la foulée, toutes les grandes entreprises du secteur, ce qui était le joint français, la bakélite, il y avait une usine Philips et puis d'autres petites, pas mal de boîtes, c'était très industrialisé, Beson, à l'époque. Toutes sont en grève avec occupation d'usine. Donc on est tranquille, quoi. On est tranquille. On n'est pas loin de Beson, c'est à côté de Nanterre. Avec mon copain, on décide d'aller à Nanterre pour leur dire voilà, on est à Beson, on est en grève, donc on nous écoute. Eux, ils sont aussi en grève avec occupation, mais c'est beaucoup plus simple pour eux d'occuper le campus de Nanterre qui était, euh, qui était même pas achevé à l'époque. C'était la fac avait ouvert peu de temps avant. Ça s'appelait La Folie. Le lieu dit La Folie. Donc là, c'était la vraie folie. Et en discutant, on choisissait pas nos interlocuteurs, on parlait comme ça, et puis parfois on s'est retrouvé avec des maoïstes, des trotskistes, mais peu importait, on discutait, certains sont venus. Alors, le grand hic, c'est que la CGT quand même contrôlait les choses, même s'ils ont été pris de court au départ par cette grève générale. euh, ils ont très vite contrôlé. Donc, par exemple, c'était interdiction aux personnes étrangères à l'usine de rentrer dans l'usine. Donc, il y en a qui venaient de Nanterre, qui venaient nous voir, mais ils restaient dehors, quoi, ce qui était un peu bizarre. Et puis très vite, ils sont plus venus parce on les sollicitait pas non plus. On a fait notre vie pendant tout le mouvement, quoi. À cette époque-là, j'ai passé tout le mouvement où je dormais à l'usine, quoi. Je dormais souvent la journée parce que avec quelques copains le soir, on allait faire un tour au quartier latin, surtout la Sorbonne, parfois Sancier. Enfin, on, on zonait un petit peu dans ce quartier qui nous émerveillait un peu parce que c'était une ambiance difficilement racontable parce que les gens, il y avait des groupes qui parlaient de tout. Ils parlaient de leur vie, de leurs impôts, du percepteur, de leurs problèmes avec les propriétaires. C'était vraiment, c'était vraiment très éclaté, très, ça parlait, ça parlait. Et la journée, c'était l'usine, quoi. On a eu un simulacre de négociation avec le patron, qui était un jeune patron très imbu de lui, qui a refusé très vite de discuter avec nous. Donc on était un petit peu en roue libre. On était un petit peu en roue libre dans cette usine qui tournait plus, mais on l'occupait. On organisait des balles, des méchouis, des projections de films avec le PC local qui nous avait donné des copies, enfin donné, qui nous avait prêté et c'est eux-mêmes qui diffusaient d'ailleurs, qui étaient venus avec des copies des films de René Clair, du Front populaire des années 30, quoi. Là, on écoutait de la musique, on dansait, on faisait pas grand-chose, mais on était là assez nombreux tout le temps, tout le temps, tout le temps. Cette usine, la Standard Product International, c'était une classe ouvrière très féminine,
C'était des boulots dégueulasses, hein. C'était dans le caoutchouc qu'on recevait en pastilles et ça sortait des joints, ça passait par des fours, fallait nettoyer les fours, enfin c'était un travail mais dégueulasse, dégueulasse. Donc c'était beaucoup des femmes, beaucoup d'immigrés, quelques beaucoup d'immigrés nord-africains et africains, quoi. C'est comme ça que je me suis retrouvé avec mon copain Cissé, mon copain Mohamed et d'autres copains. Il y avait des Portugais aussi. C'était vraiment une classe ouvrière, mais novice. Enfin, c'était jeune, très jeune de, dans sa composition. Parce que je crois que des adultes n'auraient jamais accepté de telles conditions de travail à ce prix. On était payés tous au SMIC pratiquement. Et à une époque où on trouvait du travail relativement facilement, quoi. On pouvait pratiquement choisir son employeur, quoi. Ce, que- ce qui, ce qui est un rêve. Ce qui est un rêve. Et, et donc c'était une jeunesse, quoi. Cette jeunesse c'est prise au jeu de la grève en trouvant que c'était pas si mal que ça et de ne rien faire, en tout cas de ne plus travailler comme ça, quoi. Et quand il y avait des rendez-vous de manifestations ponctuelles, euh, si la CGT appelait à ces manifestations-là, en gros, on faisait une manifestation à Besançon le matin et ils avaient un car, ils affrétaient des cars pour qu'on aille à Paris, qu'on fasse nombre à Paris. Donc pas mal de jeunes ouvriers et ouvrières de l'usine venaient découvraient Paris aussi. Souvent, on rentrait pas avec le car, on restait plus longtemps que la manif et bien après les dispersions. Parfois, on faisait le coup de poing, enfin le coup de pavé euh, quand ça avait lieu. Ça a eu lieu deux, trois fois. Et la plus grosse manif, ça a été la plus violente en tout cas, ça a été le 24 mai. Cette manifestation du 24 mai c'était bizarre parce que le départ de la manifestation était gare de Lyon, sur le parvis de la gare de Lyon, mais il y avait tellement de monde que ça débordait un peu partout. Et les flics avaient barré l'accès au quartier latin, ce qui est une bêtise, probablement. Du coup, on s'est retrouvé sur cette rive droite à courir dans. Il y avait pas une manif, mais 10 petites manifs. Et il y en a une qui s'était retrouvée près de la bourse, qui était en activité à l'époque. Il y en a qui étaient rentrés dedans, il y avait eu un début d'incendie, enfin le symbole était très très fort, quoi. Tout ça en réponse à De Gaulle qui proposait un référendum. On sentait que le politique commençait à reprendre du poil de la bête après avoir été complètement désemparé par l'initiative populaire, la spontanéité de ce mouvement. Ils commençaient à placer leurs cartes. Il y a eu un rassemblement à Charléty qui était un petit peu pour donner une alternative de gauche, une alternative politique de gauche non communiste au mouvement. Il y avait Mendès France, il y avait Sauvageot qui était un des leaders étudiants du mouvement. Il y avait Bargenet qui était un peu un dissident de la CGT, un peu gauche, qui était mentalement plus proche de la CFDT, mais qui était à la CGT. Enfin, on sentait, il y avait Mitterrand qui avait tenté de dire qu'il était prêt à assurer l'alternance. Je pense qu'après le 24 mai,
les gens ont commencé à regarder le mouvement de manière un peu différente. Un peu comme, bon, ça suffit maintenant, quoi. Surtout il y avait des négociations ouvertes avec, entre le gouvernement et on disait pas encore les partenaires sociaux, mais les syndicats. Euh, donc il y avait un espèce d'épuisement. Alors de mémoire, je sais plus trop, mais on commençait à retrouver de l'essence dans les pompes. Les gens commençaient à pouvoir partir en week-end avec leur voiture. Enfin, il y a eu une déliquescence comme ça qui a duré quelques temps encore, parce que le premier accord gouvernement-syndicat a été rejeté à la surprise générale des. Quand on dit les syndicats, c'était la CGT était ultra majoritaire à ce moment-là. Euh, donc, le premier accord a été rejeté à Renault, par Renault, devant Georges Chégui, le patron de la CGT, qui s'y attendait pas. De Gaulle qui est parti, on ne savait pas où, pendant une journée. Tout le monde nous on n'était pas inquiets. Il n'était pas là, il n'était pas là, mais ça avait inquiété quand même énormément de savoir où il était. Quand on a appris qu'il était à Baden-Baden auprès de Massu, on s'est dit il prépare un coup d'État, une reprise en main violente. Enfin, tout ça, il y avait un drôle de climat en cette fin de mois de mai, quoi, et début juin. Euh, Après, on a appris que il s'était entretenu avec Massu, qui avait la réputation d'avoir été tortionnaire en Algérie, enfin, pendant la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance algérienne. C'était un drôle de climat. Ça nous glissait dessus comme l'eau sur les plumes d'un canard. On était dans notre usine, on n'arrivait pas à négocier avec le patron. Il lâchait, il venait plus. Lui aussi avait disparu, on ne sait où. Donc il n'y avait plus de discussion. On voulait discuter des conditions de travail, des pauses, enfin des choses très concrètes à l'usine, mais il n'était plus là. Euh, et donc on a continué la grève. On a continué la grève au-delà du mois de juin. Enfin, pas au-delà du mois de juin, mais tout le mois de juin, quoi. On a vécu tous les atermoiements. La manif, il y a eu la grande manif gaulienne. Où au début, on n'y croyait pas. On s'est dit, qu'est-ce qu'il va faire une manif? Il fera jamais mieux que nous. Et il a fait mieux et plus nombreux. Donc ça sentait un peu ça sentait le saumâtre un peu. Et il y a eu le premier tour des élections législatives après cette manif là. Euh, et on était toujours en grève. Et on était la seule usine de Beson à être encore en grève avec occupation. On était l'espèce de village gaulois là, qui résistait parce que, tout simplement, pas parce qu'on était plus radicaux que les autres, simplement parce que le patron ne négociait pas et voulait rien à savoir. Avec l'aide de Suzy Chauvet, qui à l'époque était la compagne du secrétaire général de la Fédération anarchiste que je connaissais et qui avait des acquaintances dans le showbiz. C'est elle qui faisait tous les galas. C'est elle qui avait fait venir Léo Ferré pour le 10 mai et qui faisait les galas de soutien pour le journal de Louis Lecoing. Enfin, elle faisait pas mal, elle organisait pas mal de choses et elle nous a monté un spectacle devant l'usine. La CGT, l'Union locale CGT ou la municipalité de Beson, je ne sais pas, mais ils avaient monté un podium devant l'usine et il y a eu Maurice Fanon
qui était un petit peu connu à l'époque, et Francesca Solville, deux chanteurs qu'on pourrait qualifier de rive gauche un peu, étaient venus chanter pour nous. Et comme on était la dernière usine en grève, on a hérité de toutes les caisses de grève de la région. Enfin, certainement que la CGT avait pris sa commission, mais ça faisait une somme relativement importante, ce qui a permis d'aider les gens financièrement, parce que ça faisait presque un mois et demi de grève, quoi. Donc ça a permis de respirer, hein. Ça a permis aux gens de respirer un peu et de pas dire moi je suis obligé de reprendre le boulot. Et le boulot a définitivement été repris par un vote unanime au lendemain du second tour des législatives, donc c'est tout début juillet, quoi. Donc il y a eu un mois et demi de grève dans cette usine Standard Product International, sans aucun accord d'entreprise. C'est-à-dire que le patron a dû se plier à la loi, qui a été très favorable à cette usine, parce que comme on était pratiquement tous smicards, on est passé de 2 francs 22 de taux horaire à 3 francs, ce qui a été une augmentation considérable. Mais rien sur les conditions de travail, rien sur les postes, sur le casse-croûte, le patron a tout le temps refusé les pourparlers, quoi. Donc on reprend le travail, on travaille une semaine, et donc le temps de remettre tout en marche, les machines en route, tout ça, et c'est les vacances, qui étaient prévues de longue date, bien avant le mouvement. On part en vacances, et pendant les vacances, pendant la période des vacances, moi, Cissé, et puis d'autres, on reçoit notre lettre de licenciement. Le troisième comparse qui avait été nommé délégué syndical était protégé, contrairement à ce qui se passait avant mai 68. Ça a été un acquis important aussi pour le syndicalisme. Donc le jour de la reprise du travail, donc c'était 3 semaines de congé, le jour de la reprise du travail, on se retrouve devant la porte de l'usine et les gens sont prêts à faire grève. Parce qu'il y avait eu des licenciements dont les deux qui comptaient beaucoup, c'était Cissé et moi. Donc les gens sont prêts à faire grève. La CGT est aux abois, là, parce que ils n'ont pas envie que ça redémarre. Les patrons des autres boîtes sont, paraît-il, aussi aux abois. Et à l'époque, à ce moment-là, le MEDEF, qui s'appelait CNPF, était dirigé par Paul Huvelin, lequel Paul Huvelin était le patron de Kléber-Colombe. C'est-à-dire Beson-Colombe, ça se touche à peu près, et c'est chaque côté, ça se touche pas parce que c'est de chaque côté de la Seine, mais c'est voisin. Et il fait dire que les licenciés seront embauchés chez lui. Donc j'ai bénéficié d'un accord, j'ai bénéficié de l'autorisation du PDG, du patron du CNPF, du MEDEF, et je me suis fait embaucher chez Kléber-Colombe. Me voilà à Kléber-Colombe, employé au chargement, à manipuler des quelques centaines de kilos, voire des tonnes de pneus tous les jours. Et c'est une usine assez grande qui, je crois qu'on est autour de 1200 personnes. Une usine donc qui appartient au patron des patrons.
peu de temps après mon embauche, enfin peu de temps, 3 mois après mon embauche, il y a un cariste qui se fait licencier et on en discute et avec un copain on décide de pas laisser ça comme ça. Donc on fait des affichettes, des petites affichettes autocollantes qu'on avait achetées chez le quincaillier et on écrit dessus non au licenciement de machin. Puis quelques mots d'ordre beaucoup plus politiques dans l'air du temps, comme la chaîne, nos chaînes, oser lutter, oser vaincre, à bas le patronat. Et on colle ça dans l'usine un soir après notre sortie, notre fin de travail. On revient le lendemain, il n'y a plus une affichée, une étiquette de toute l'usine. On recommence le soir et là il y avait des chefs qui étaient planqués et qui nous ont surpris, donc on s'est fait licencier. On se fait licencier pour collage d'affiches séditieuses. Et, euh, et avec je m'aperçois alors que ce copain avec qui j'ai fait ça est un militant de Vive la Révolution, que je ne connaissais pas, qui est un groupe à l'origine maoïste, mais plutôt libertaire en fait, dans l'essence. Plutôt libertaire, donc je vais avec eux. J'ai plus de boulot, je suis père de famille là en 69, père de famille d'une fille qui a été conçue en mai 68, autour du 20 mai 68. Et je suis père de famille, j'ai plus de boulot. Et à VLR, je fréquente plus particulièrement Thienot Grimbach, qui était presque avocat et enseignant à Dauphine, qui était un peu un des chefs avec Roland Castro. Thienot Grimbach, dont j'apprendrai plus tard qu'il est le neveu de Pierre Mendès France, me présente un jeune cinéaste qui est assistant du film Le Souffle au cœur, réalisé par Louis Malle. Et il me permet d'être embauché comme aide accessoiriste en vertu de mes connaissances piètres de plombier. Et donc je fais ça en attendant. Et entre-temps, je vais me poser ma candidature à Flins, après discussion avec les gens de VLR pour savoir où ce serait le plus utile d'avoir une action. Donc je vais candidater à Flins et je suis pris. Donc je quitte le cinéma pour l'usine à nouveau et je me retrouve à Flins. À Flins, VLR a un groupe quasi autonome de VLR qui s'appelle la base ouvrière. Donc je suis à la base ouvrière et parallèlement quand je suis embauché à Renault, je vais à la CFDT qui me paraît plus apte à porter les valeurs que j'ai envie qu'elles soient portées, en disant que je suis à la base ouvrière mais je veux adhérer à la CFDT. On me dit d'accord, pas de souci. Et j'adhère à la CFDT de Flins où je deviens délégué, militant, pas cadre mais pas loin. Et si je suis à VLR et on est un peu à l'époque, on est un peu en concurrence, disons, avec la gauche prolétarienne qui, elle aussi, se revendique du maoïsme, mais de manière beaucoup plus virulente. La grande différence, et Thienot Grimbach m'avait dit ça tout au début, il avait dit la gauche prolétarienne cherche des ouvriers combatifs, nous on cherche des ouvriers philosophes. Moi ça me convenait parfaitement parce que
la violence, je m'en méfie comme de la peste. Je m'en méfiais déjà comme de la peste, même si j'ai pu succomber à de la violence. Et donc à Renault-Flin, il y avait là un peu cette dualité GP, VLR, à la gauche de la gauche, quoi, à l'extrême gauche. LO n'existait très peu, la Ligue n'existait pas, la Ligue communiste révolutionnaire n'existait pas, Lutte ouvrière n'existait pas. Il y avait à peu près que ces deux groupes-là qui agissaient comme entité d'extrême gauche. On était en relation avec André Gorz des temps modernes. On avait fait venir sur le parvis de l'usine le Théâtre du Soleil. On avait organisé des voyages au théâtre, au spectacle du Théâtre du Soleil 1789-1793. On projetait des films dans les foyers d'immigrés. Enfin, on avait une présence culturelle un peu. Et nous, je dis nous, moi et les autres gens de VLR qui étaient ouvriers ou pas, qui étaient extérieurs à l'usine mais qui faisaient partie du projet, on vivait en communauté. Il y avait deux communautés. En gros, il y avait une communauté de garçons à Mantes-la-Jolie et une communauté plutôt gérée par les femmes qui étaient à Gargenville. Donc on était aussi dans le mouvement de contre-culture. À la porte de l'usine, on vendait tout et pas. On vendait tout, le journal, tout, qui était plutôt discordant de la lutte révolutionnaire traditionnelle, quoi. C'était un peu en rupture avec les stéréotypes révolutionnaires. Donc on était un peu en rupture avec le militantisme archaïque, historique, je ne sais que dire. Et en 1972, VLR, en assemblée générale, décide de s'autodissoudre. Donc il n'y a plus de VLR. Il reste les groupes qu'on appelait à l'époque des groupes autonomes, c'est-à-dire la base ouvrière de Flins reste en activité avec les mêmes gens. Il y avait le Front de libération de la jeunesse aussi qui a continué encore un peu. Et beaucoup de filles de VLR ont contribué à la naissance du MLF, du mouvement de libération féminin des femmes, mouvement de libération des femmes. Donc ces mouvements autonomes ont continué, il n'y avait plus d'organisation centrale. Tout ça, ça avait disparu, mais la base ouvrière, elle, a continué jusqu'en 75-76. Et en 73, il y a une grève à la fois très dure et très désastreuse. Et ça me fout un peu le moral à zéro. Et je me dis, je vais prendre un peu de recul. Donc je me retire un peu, mais très peu de temps, parce que dans un article du Monde, j'entends parler d'un conflit à l'usine LIP de Besançon, où les ouvriers manifestent contre la fermeture de l'usine, et c'est mené par la CFDT et tout. Donc je vais voir la CFDT de Flins et je dis j'irais bien faire un tour à Besançon. On me dit pas de souci, vas-y. Donc je me mets en arrêt de travail et je vais à Besançon et j'arrive le lendemain. J'y vais en stop, je vais à Besançon en stop parce que j'avais pas beaucoup d'argent. Je vais à Besançon en stop et j'arrive le lendemain où ils ont décidé de remettre l'usine en route, de fabriquer et vendre comme leur slogan, quoi. Donc je suis là et je reste une semaine avec eux. J'en ramène une partie à l'usine, devant chez Renault-Flin, où ils vendent leurs montres. Protégées par la CFDT. La CGT ne voulait pas en entendre parler.
Donc ils viennent avec moi, ils vendent. Et je reste en contact avec les gens de Besançon. Et je décide d'aller passer mes vacances à Besançon. Donc je vais passer. Il y a un copain de la CFDT qui m'héberge avec ma fille. J'avais une fille. Il m'héberge avec ma fille. Et, euh, et il y a l'évacuation de l'usine, il y a les flics qui chassent les ouvriers, tout ça. J'étais là-bas et je rencontre des gens qui me disent ah bah, nous on est là pour Libération, qui venait de sortir, un quotidien qui venait de sortir. Dans mon idée, c'était une manipulation de la gauche prolétarienne. C'était un journal qui faisait comme ça, mais qui était une feuille de chou militante, quoi, avec plein de mensonges comme ils avaient l'habitude de véhiculer. Et en discutant avec les gens, je m'aperçois qu'ils ne sont pas maoïstes. Ceux qui sont là sont plutôt libertaires. Et donc on garde des contacts après mon retour. Et en 74, nouvelle grève, nouvel échec. Et là, j'en ai marre, je décide de quitter Renault. Donc, je me mets en arrêt maladie à nouveau. J'étais souvent malade. Je me mets en arrêt maladie et je vais. Voilà, je me demande ce que je vais faire. Et je rencontre les gens qui étaient à Libération qui me disent bah, viens chez nous, on cherche quelqu'un pour la mise en page. Si tu veux. Je me dis bon, je vais faire ça 3 mois, ça va me laver la tête un petit peu et puis on verra ce que je ferai après. Je vais à Libération, qui à l'époque était dans le 19e arrondissement, près du canal, Saint-Martin. Et j'arrive plein de morgue, un peu quand même, un peu de la, pas se laisser faire quoi. Plein de morgue, je dis ouais, moi je veux bien, mais si je suis dans un journal, c'est pas pour la mise en page, je veux écrire. J'écrivais les tracts de la CFDT Flins souvent. Je dis je veux écrire, je pensais que c'était à peu près la même chose. Et on me dit pas de problème, si tu veux t'écris. Et j'ai écrit, j'ai commencé à écrire et je suis venu pour 3 mois, j'y suis resté 32 ans. Ce qui me reste de 68, c'est surtout le rôle que peut avoir la parole. Le fait de se parler. Et j'ai vu par exemple, si j'ai été tellement fasciné par le conflit LIP en 73, c'est parce que ça se parlait, tout se parlait là-bas. Même les choses les plus gênantes, ils faisaient des pièces pour l'armement, mais ils en parlaient. Enfin, tout était mis sur le tapis tout le temps, les problèmes des uns, les problèmes des autres, les problèmes de cœur, les problèmes d'argent. Tout se discutait et ça se réglait comme ça se réglait. Et mai 68, pour moi, c'est la libération de la parole. Sans doute parce que moi, j'ai longtemps été inhibé par la parole. Quand j'étais gamin, je parlais très peu, je passais mon temps à écrire. C'était mon mode d'expression. Avec la parole, j'étais très, très mal à l'aise. Alors c'est peut-être pour ça que je survalorise l'importance de la parole, mais je crois que mai 68, pour moi, c'est ça, c'est parlons-nous. Nickel.